bonjour Tidiane. Bonjour. Peux-tu nous refaire un petit point sur les objectifs fondateurs de la francophonie et en particulier sur l'action au niveau des médias en Afrique? La francophonie a une histoire un peu singulière. À l'origine, en mars 70, il s'agissait de réunir autour d'une idée positive la France et toutes ses anciennes colonies, ce qu'on a appelé l'ancien empire français. Je dis la France et toutes ses anciennes colonies parce qu'au départ, ce sont des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, du Maghreb et d'Indochine, donc Laos, Cambodge, Vietnam, qui ont constitué en mars 1970 l'ancêtre de la francophonie qui s'appelait Agence de coopération culturelle et technique. La France a un peu hésité avant de s'engager dans cette affaire de francophonie parce qu'elle avait peur précisément qu'on lui reproche de refaire du néocolonialisme. Alors même que ceux qui ont été à l'origine de cette idée, à savoir le président Bourguiba de Tunisie, le président Norodom Sihanouk, le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, le président Amadou Dioré du Niger, mais surtout Léopold Sédar Senghor du Sénégal, voulaient précisément reconstruire l'inverse de la colonisation. Comment partir de quelque chose qui était fondamentalement dur, la colonisation, pour naître à une sorte de fraternité, d'humanisme autour, avec les mêmes acteurs. C'était un tour de force idéologique, surtout pour une époque qui voyait les États africains notamment être devenus indépendants depuis une dizaine d'années. Malgré tout, les Français, à la demande de ces personnages dont j'ai parlé, ont fini par accepter l'idée d'une agence de coopération culturelle et technique. Cette agence de coopération culturelle et technique, au départ, comme son nom l'indique, ne s'occupait que de la coopération culturelle. La francophonie, par la suite, a suivi le mouvement du monde et est passée de cette coopération culturelle en 1970 à une vraie coopération culturelle, mais aussi politique, à partir de 1997. Précisément après le sommet qui s'est tenu à Hanoï, le sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Hanoï en 1997. De quoi s'agissait-il à l'époque? Il s'agissait d'accompagner les nouveaux mouvements du monde, la nouvelle géopolitique mondiale. Que disait cette nouvelle géopolitique? Elle disait que le monde qui était resté pendant longtemps bipolaire entre d'un côté les États-Unis et de l'autre l'URSS, ainsi que leurs alliés respectifs, ce monde-là devenait un peu éclaté après la chute du mur de Berlin. Donc il fallait s'adapter à cette nouvelle donne. Et surtout, depuis 1991, des anciens pays de l'Est, du bloc communiste, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, avaient rejoint l'organisation de la francophonie. Donc il fallait s'adapter. Soit dit en passant, sur le plan historique, c'est cela qui a permis à la francophonie définitivement de sortir, entre guillemets, de ce complexe de néocolonialisme dont on aurait pu le soupçonner. Alors à partir de là, la francophonie s'est ouverte à l'Est et il y a eu une accélération de la transformation de la francophonie à partir des années 2000 et jusque maintenant, où nous avons aujourd'hui des membres qui sont d'Afrique, de l'océan Indien, du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, comme le Liban, etc. Et en 2013, si vous me demandez ce qu'est devenu la francophonie, je dirais que c'est devenu une organisation qui, au départ, est partie d'une idée simple, que je vous ai énoncée, qui a évolué vers un organisme de coopération strictement culturel, et qui aujourd'hui, comme le dit souvent notre secrétaire général actuel, marche sur ces deux béquilles, la béquille politique et la béquille culturelle. La voix de la francophonie aujourd'hui est attendue, elle est même entendue un peu partout, dans toutes les enceintes internationales, et la francophonie essaye de peser dans tous les débats mondiaux à travers ses membres qui sont présents dans les enceintes où ces débats sont menés. C'est le cas au G8 où nous avons la France et le Canada qui peuvent parler pour nous. Nous avons 14 pays membres de l'Union européenne. Nous avons beaucoup d'autres pays qui peuvent plaider notre cause au sein de l'Union africaine. Donc dans toutes les grandes instances internationales, aujourd'hui la francophonie dispose d'une présence et s'arrange à travers des ambassadeurs, à travers des réseaux de ministres, à travers les chefs d'État pour faire passer un message qui est un message d'unité, un message global sur les grandes questions de l'heure. Donc ça c'est la partie politique.
Et après, au niveau culturel, quels sont les piliers, les axes d'activité? La culture n'a jamais quitté en fait la francophonie. Comme je vous ai dit, elle était à l'origine de la francophonie. Il y a un certain nombre de manifestations extrêmement importantes que les gens connaissent, comme le FESPACO, comme le marché de l'art à Abidjan qu'on appelle le Massa, comme le Festival de Cannes, où la francophonie participe fortement à la présence de ses membres, de ses artistes. Vous savez que par exemple, rien que pour parler du Festival de Cannes, depuis un certain nombre d'années, la francophonie assure une présence des cinéastes du Sud, francophones du Sud à Cannes. Là où en temps normal, ces cinéastes ou ces acteurs n'auraient jamais eu de place ou de tribune. La francophonie, partout où se déroulent des festivals, partout où se déroulent de grandes manifestations culturelles, se fait le devoir d'être présent à travers une action, une aide directe, un financement, des subventions, mais aussi à travers un plaidoyer qui est souvent porté au niveau le plus élevé de l'organisation. Alors pour ce qui est des médias, donc de ton activité directe, quelles sont exactement les actions au niveau production, distribution, etc. Dans le domaine des médias, là aussi, le programme média que j'ai l'honneur de diriger est un peu le produit de l'histoire, notamment de l'histoire des pays du Sud. La francophonie, depuis le milieu des années 80, développait un programme qui était uniquement axé sur les radios communautaires. Parce qu'elle pensait à l'époque, à juste titre, que les radios communautaires pouvaient être des vecteurs de communication, des vecteurs de socialisation, des vecteurs de un bouillonnement d'idées, j'allais dire, au sein des communautés, pour être soudés autour d'une langue, la langue française, mais aussi des langues partenaires qui sont parlées dans les pays ou dans les villages où ces stations de radio sont diffusées. Elle a évolué avec les radios communautaires, elle en a installé une bonne partie dans tous les pays membres, jusqu'au milieu des années 90, lorsque, avec la démocratisation qui s'est emparée notamment des pays d'Afrique francophone, elle a constaté que le problème des médias, ou en tout cas la dimension média, revenait tout le temps. Dans la revendication de la société civile, dans la revendication des oppositions politiques, qui disaient simplement qu'on ne peut pas agir sur une société si on n'agit pas sur les médias dans le sens de les démocratiser. Vous savez que dans la plupart des États africains, notamment ceux d'Afrique francophone, depuis les indépendants jusqu'aux années 90, nous avions un journal gouvernemental unique, une radio publique unique et une télévision unique. L'on a pensé qu'il n'était pas normal que la démocratie avance sans que les médias eux-mêmes ne soient libéralisés. On va dire la structure médiatique prise de manière globale. Et sur ces pays-là, on a commencé à avoir des radios privées, commencer à émettre, des journaux privés naître et être diffusés, et un peu plus tard, les télévisions privées. La francophonie a donc saisi cette occasion, ce basculement historique, pour accompagner les médias privés qui commençaient à émerger un peu partout. Elle a ainsi mis en place un fonds d'appui à la presse qui consiste à aider une fois par an, à travers un appel à candidature, des journaux privés qui en font la demande. Ces journaux-là doivent remplir un certain nombre de conditions du point de vue géographique. Ils doivent être basés au sud et ne pas dépendre de chapelles ou de partis politiques, etc. Il y a un certain nombre de critères de base à respecter. Mais aussi la francophonie a développé pendant quelques années un programme de réhabilitation des agences de presse publiques. Elle était partie du constat que les agences de presse publiques étaient le système nerveux d'information dans tout pays d'ailleurs, mais surtout en Afrique, et que paradoxalement ces agences avaient tendance à être délaissées par les gouvernements. Elle a donc décidé, au début des années 90, de mettre en place un plan spécial pour ces agences-là, dans le but de les équiper, de les doter de moyens de diffusion moderne, pour permettre à ces pays de résister à la grande vague au flux d'informations qui venaient du reste du monde, mais surtout pour permettre à ces agences de presse de quadriller par l'information, de donner la bonne information du territoire national au sein duquel elles sont diffusées. Je vous ai parlé des radios, je vous ai parlé de la presse écrite, je vous ai parlé des télévisions. Et les télévisions, ce qu'on a fait généralement, c'est
qu'on est parti du fait que la télévision est d'abord quelque chose qui doit appartenir à l'État. Les télévisions privées appartiennent à des managers qui ont de l'argent et qui décident de fonder des télévisions. Nous avons réfléchi en nous disant que finalement, puisque la francophonie n'avait pas des moyens exorbitants, et que comme chacun le sait, le moindre équipement, les moyens de diffusion satellitaire coûtent excessivement cher, et la francophonie, non seulement n'a pas mandat pour le faire, mais n'a pas les moyens. Donc nous avons là décidé quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien, c'est la mise en réseau. Par exemple, nous avons aidé à mettre sur pied un réseau africain de l'audiovisuel public francophone qui s'appelle le RAPAF, qui regroupe tous les directeurs généraux de radio, télévision publique en Afrique francophone. Pourquoi le RAPAF a été mis sur pied? Pour permettre à ces télévisions et radios publiques de pouvoir négocier de manière collégiale avec des personnes qui voudraient par exemple leur vendre ou leur céder ou leur, en tout cas négocier avec eux un certain nombre de programmes comme la Coupe d'Afrique des Nations, comme les Jeux Olympiques, parce qu'avant la mise sur pied du RAPAF, les télévisions africaines avaient tendance à aller négocier individuellement, et cela non seulement les rendait vulnérables face à la personne qui était censée négocier avec eux, mais surtout cela donnait une impression de cacophonie. Nous avons aussi, c'est lié aux télévisions, mais pas seulement, mais aussi aux radios, mis en place le REFRAM, le réseau des organes de régulation francophone. Et ce REFRAM-là aussi, maintenant, existe et est devenu un interlocuteur extrêmement important dans le domaine de l'audiovisuel en Afrique. Et il s'est même étendu aux instances de régulation en dehors d'Afrique. Et par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel français assure le secrétariat général du REFRAM. Donc, autrement dit, la francophonie, comme elle le fait dans les enceintes diplomatiques, fait de telle sorte que, au regard de la modicité de ses moyens et de la modestie de sa taille en termes de locuteurs, en termes de nombre de pays membres, s'arrange pour que sur chaque question importante qui intéresse le monde, qu'elle puisse faire de telle sorte que ses représentants, qu'ils soient des États, qu'ils soient des chefs d'État, des ministres ou des fonctionnaires, puissent avoir à défendre les mêmes idées. Donc c'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure d'une mise en réseau. Et depuis que la francophonie a adopté cette politique-là un peu partout sur toutes les enceintes, elle commence à engranger les dividendes de cette démarche-là, parce que cela permet définitivement de parler d'une seule voix, et surtout, comme chacun le sait, quand une voix est unie, elle porte plus loin. Très bien. Alors, il y a un défi majeur en Afrique en ce moment, c'est le passage évidemment au numérique pour la télévision, la TNT. Quelles sont vos actions autour de la TNT? Alors, les actions sont multiples. C'est véritablement un domaine où la francophonie est en pointe, parce qu'elle agit véritablement en amont et en aval. Je vais me rendre dans les prochains mois à N'Djamena au Tchad, où doit se tenir justement une rencontre des directeurs de radio et de télévision publique, et cette rencontre est précisément axée sur le passage au numérique. L'Institut de la francophonie numérique, qui est ici basé au siège à Paris, travaille de plusieurs manières sur ce passage. Et là, le rôle de cet institut et de la personne qui précisément s'occupe de cette matière, c'est de conseiller les gouvernements, de les accompagner dans cet exercice difficile, d'appeler leur attention sur les dangers potentiels que ces pays peuvent courir en termes de choix, de choix technologiques qu'ils pourraient être amenés à regretter s'ils n'opéraient pas le bon choix. Et véritablement, la francophonie là joue un rôle de conseil. Au niveau des instances de régulation aussi, la francophonie agit de manière très forte pour que les instances de régulation aient le maximum d'informations sur cette question du numérique.
parce que le temps court, les pays africains sont préparés ou pas préparés du tout à ce passage au numérique. On entend tout, le contraire de tout. On ne sait pas réellement si des personnes, comme cela a été constaté il y a 50 ans lorsque les télévisions naissaient, s'il n'y a pas des bricoleurs qui sont en train de parcourir l'Afrique pour vendre de la technologie de pacotille, etc. Donc là, véritablement, la francophonie est présente, sert de conseil, sert d'agitatrice d'idées, sert de réceptacle des craintes et des angoisses que formulent les États ou les spécialistes de l'audiovisuel. Et d'aider à la mise en place des meilleures pratiques. Absolument. Et notre objectif, évidemment, c'est que au soir du 17 juin 2015, je pense que c'est la date butoir, que l'ensemble des pays francophones puissent être au rendez-vous. Très bien. Alors, on pourrait parler également des médias africains qui se lancent à l'international. Il commence à y en avoir quelques-uns. Quel est ton point de vue là-dessus? Pour moi, il y a deux types de médias qui se lancent à l'international, si j'ose dire. Il y a ce que j'appellerais l'école de Jeune Afrique, c'est-à-dire le journal africain qui commence à être diffusée dans son pays et qui très vite s'installe dans une grande capitale européenne d'où elle parle à l'Afrique pour l'Afrique et au nom de l'Afrique. Nous avons vu que depuis Jeune Afrique, il y a eu... Afrique.com, oui, etc. Mais surtout, dans le domaine de la télé, il y a Africa Vox qui est basé à Londres. Il y a Africa 24 qui est basé ici à Paris. Avant ça, il y avait eu, il y a encore à Télé Sud. Et il y a l'autre cas qui est celui des médias africains, basés en Afrique pour le coup, et qui d'Afrique se donnent les moyens à travers la diffusion satellitaire ou d'autres types de canaux qui se donnent leur couverture, le choix de parler à l'Afrique du dehors, à l'Afrique de la diaspora. Vous avez le bouquet Théma qui rassemble des chaînes de télévision publiques. Il y a Canal Sat qui commence maintenant à se lancer dans ce créneau, etc., pour capter les téléspectateurs de la diaspora. Moi, je pense que les deux se valent. Et véritablement, on ne peut même pas comparer les deux démarches parce qu'elles se complètent. Elles se complètent. Une télévision publique d'Afrique, qu'elle soit l'Afrique francophone ou d'une autre ère linguistique, doit pouvoir, à un moment, parler à la diaspora de ce pays qui est à l'étranger. Cette diaspora-là a besoin d'informations qui viennent du pays et qui ont été traitées avec des codes du pays. Ceux qui sont ici aussi et qui ont une vocation panafricaine, pour ne pas dire internationale aussi, ont un rôle à jouer. Ils rendent compte de la réalité des Africains à l'étranger, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, qu'ils soient en dehors de l'Europe, aux États-Unis, etc. Je pense que les deux se rejoignent. Simplement, il faudrait veiller à ce que les télévisions africaines qui montent sur le satellite de plus en plus puissent imaginer qu'en dehors de leurs nationaux, leurs programmes peuvent être susceptibles d'intéresser d'autres personnes. Mais pour que ces programmes-là puissent être regardés et compris par d'autres personnes en dehors des nationaux, il faut un minimum de standardisation, si j'ose dire. Non pas des messages, mais en tout cas des codes de diffusion. Il y a un minimum de standards internationaux à remplir. Et une fois que ces standards seront remplis, je pense que ces télévisions-là pourront intéresser d'autres personnes que les ressortissants de leur pays. Très bien. Je ne sais pas si tu veux aborder les médias écrits aussi dans ce domaine, ou la radio. Comme tu veux, oui, si tu veux. Ou peut-être si tu veux. L'option Internet aussi. Si tu veux faire rajouter un petit truc sur justement l'internalisation via Internet, il existe une vraie... Je vais enchaîner avec la presse écrite, avec ce que je viens de dire, parce qu'il y a un lien. Oui, très bien. Alors, autant ces télévisions publiques qui sont diffusées à l'étranger ont besoin de remplir ces standards, autant la presse écrite, qui est aujourd'hui sur le net et qui est diffusée sur le net, lue,
reçu à travers le monde, doit aussi s'adapter. Je dis toujours à mes amis de la presse écrite d'Afrique qui introduisent des demandes au niveau de la francophonie, et notamment des demandes qui tournent autour de la mise sur pied d'une plateforme Internet, qu'il ne faudrait pas qu'ils oublient qu'ils écrivent à partir d'un point bien précis du globe, mais qui sont potentiellement lus partout dans le monde. Et pour être lu et compris partout dans le monde, il faut écrire pour les citoyens de tous les pays. Et je réfute l'idée qu'un papier sur la politique nationale d'un pays ne peut pas être compris par quelqu'un d'autre. Sinon, tous les Africains francophones que je connais et qui vivent en Afrique n'auraient rien compris de la politique française. Pourtant, ils sont tous incollables sur la politique intérieure de la France. Ils connaissent très bien le Parti socialiste, l'UMP, etc. Et sur le net, ça me permet d'embrayer sur les sites Internet. Là aussi, nous avons vu ce double phénomène. Les premiers sites Internet sur l'Afrique, qui parlaient d'Afrique, étaient quasiment tous basés aux États-Unis. Pour une raison simple d'ordre technologique et une autre beaucoup plus avouable, c'est que c'était une raison politique. La raison technologique, c'est que les bandes passantes au départ en Afrique subsaharienne étaient extrêmement étroites. Et donc la plupart des pionniers ont ouvert, comme Abidjan.net, comme Seneweb.com, etc., ont lancé leur site à partir des États-Unis. Certains d'entre eux les ont rapatriés par la suite. La raison politique, c'était qu'ils avaient peur de la censure à l'époque et que le territoire américain offrait le maximum de garanties en termes de liberté. Donc là aussi, on a eu ce double mouvement et l'on se rend compte que la plupart des journaux se sont adaptés. Dans la partie anglophone, cette réalité est encore plus forte d'ailleurs. Alors, l'autre problématique aussi qui est encore très sous-jacente dans cette explosion des médias en Afrique reste quand même la monétisation du contenu, trouver ces nouveaux modèles économiques qui vont permettre de récupérer quelque part de marché, et c'est de plus en plus dur puisqu'il y a un flux croissant également qui vient de l'extérieur et qui rentre en Afrique. Quels sont les points de vue de la francophonie là-dessus, et est-ce que vous accompagnez justement les acteurs locaux à se battre pour garder leur part de marché et éventuellement ouvrir leur couverture, obtenir plus de publicité, etc. Moi, je suis un adepte de la réglementation à outrance, en tout cas dans le domaine de l'audiovisuel. Je pense qu'une fois qu'on a dépassé les moments d'euphorie post-transition démocratique, où on pensait, à juste titre ou à tort ou à raison, je ne sais pas, où on pensait en tout cas qu'une vraie démocratie, c'était une démocratie qui ouvrait à tout bout de champ son système médiatique. Une fois qu'on a passé cette période euphorique, je pense qu'on peut revenir à des fondamentaux et demander que les médias qui naissent puissent remplir un certain nombre de standards. C'est la seule manière, à mon avis, de réguler le système médiatique de l'intérieur, avant même que les organes de régulation n'aient à agir. Autrement dit, pourquoi on ne peut pas mettre des standards extrêmement élevés et dire tout journal, toute radio, toute station de télévision qui ne remplirait pas ces critères-là serait de fait éliminé de la cour. Ça rendrait le marché plus fluide, ça rendrait le marché publicitaire plus efficace, parce qu'un marché publicitaire, il a beau être important, si le nombre de bénéficiaires sont trop importants pour ce marché-là, je veux dire, les deux forces se neutralisent et là, on aboutit à un résultat nul. Autrement dit, moi, je suis pour une réglementation très forte. La réglementation très forte commence d'abord par la gestion des licences qui sont octroyées pour la diffusion des radios et des télévisions. Il faudrait que la gestion de ces licences-là revienne exclusivement aux organes de régulation. Parce que là aussi, il n'y a pas malheureusement de standard d'un pays à l'autre. C'est la présidence de la République, c'est le ministère de la Communication, c'est la direction de la radio et de la télévision. Il faut que ces matières-là puissent être dévolues exclusivement aux organes de régulation dont c'est le rôle, qui donnent les critères, qui définissent les critères, et surtout les critères d'attribution et de révocation des fréquences. Lorsque vous discutez avec les spécialistes des médias en Afrique, ils oublient tous que donner une fréquence,
nécessite aussi de remplir un cahier de charges. Mais on ne parle pas beaucoup de la révocation, c'est-à-dire du cas où la personne ne respecterait pas les charges qui se rattachent à cette licence ou à l'exploitation de cette licence. Il me semble que si on va vers cette régulation-là très forte, on pourra, d'ici une dizaine d'années, assainir le système audiovisuel africain et surtout avoir de très grands groupes audiovisuels, parce que c'est cela qu'il faut viser. Et permettre l'émergence évidemment de plus de contenu local avec une vision plus africaine. Oui, non, et là aussi on fait un mauvais procès à l'Afrique, ou l'Afrique se fait elle-même un mauvais procès. J'entends beaucoup de gens dire que oui, le fait de vouloir imposer des quotas en termes de contenu, etc., ressemblerait à une sorte je ne sais pas quoi, mais ce qu'on oublie, c'est que dans la plupart des pays, y compris les pays développés, ces quotas existent dans les textes. Il y a une réglementation très forte selon les pays. Les pays comme le Canada ou le Québec, qui sont sans cesse menacés par l'invasion des programmes américains, ont un système de quotas. Ici en France aussi, ça existe partout. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les Africains ne pourraient pas aussi mettre en place un système de quotas, un pourcentage bien précis à définir pour chaque radio ou chaque télévision. Les radios ont réglé d'ailleurs le problème, puisque les radios maintenant émettent quasiment toutes dans les langues nationales. Elles ont réglé le problème. Les télévisions commencent à s'y mettre. Voilà. Donc je pense que si on arrive à régler le problème des contenus, à équilibrer entre contenu international et contenu national, on pourra véritablement passer un cap. Tout à fait, ouais. J'espère qu'on n'a pas besoin de dire ça. Un des autres problèmes, on va dire, certaines personnes se grattent un peu la tête pour ce qui est du piratage, notamment dans le domaine de la télévision en Afrique, et de toute façon, il existe du piratage partout dans le monde en ce moment pour ce qui est du programme télé. Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité ou encore comme un fléau en Afrique? Moi, je suis adepte de la réglementation à outrance. Je ne vois pas du tout le piratage comme une opportunité. Je sais que beaucoup de grands groupes audiovisuels africains subissent ce piratage. D'autres ont peur d'aller s'installer en Afrique parce que justement, ils ont peur d'être piratés. Mon opinion, c'est que tout travail intellectuel doit être respecté. La personne qui veut avoir accès à un travail intellectuel, quel que soit le type de travail intellectuel, doit pouvoir payer le ticket d'entrée pour accéder à ce travail-là, à cette production. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a dit ça, on peut rajouter éventuellement qu'il appartient aussi à ceux qui s'installent en Afrique, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, de s'adapter au marché africain, au pouvoir d'achat africain et aux réalités africaines. Mais le piratage reste un fléau qu'il faut combattre de toutes ses forces. En résumé, est-ce qu'on pourrait apporter quelques exemples de succès récents de la francophonie dans le segment des médias? Donc vous avez déjà évoqué beaucoup l'idée de mise en réseau. De mise en réseau. Vraiment, je pense que pratiques. Oui, si on devait résumer les succès de la francophonie dans le domaine des médias, cette forme de mise en réseau qui consiste à faire exister la francophonie de l'audiovisuel dans le monde, alors que chacun sait que quand même les montants qui sont générés par les grands groupes de médias dans la partie anglo-saxonne du monde sont sans commune mesure. Je donne simplement cet exemple-là pour montrer le rôle précurseur de la francophonie dans ce domaine. TV5 Monde, qui est un opérateur de la francophonie, qui est aujourd'hui le troisième groupe de télé au monde, derrière CNN et MTV, qui ont tous les deux des budgets 5, 6, 7, 8 fois supérieurs à TV5 Monde. Aujourd'hui, partout où vous vous rendez, si vous êtes francophone et que vous avez besoin d'avoir une information en français, que vous soyez en République dominicaine, à Pékin, ou je ne sais dans quel coin perdu d'Australie, vous regardez TV5 Monde à l'hôtel, vous avez une information en français, mais variée, de la radio-télévision suisse, de France 2, de la radio-télévision belge francophone, des productions africaines. Cela vous permet de vous reconnecter
à la francophonie à travers l'image. Et je pense que rien que l'exemple de TV5 montre que véritablement la francophonie a, malgré des moyens extrêmement modestes, plus que résisté dans ce domaine. J'aurais pu parler des grands groupes de presse qu'on oublie trop souvent parce qu'on est en France et qu'on a tendance à penser trop franco-français. Mais vous avez un journal quand même qui s'appelle Le Devoir au Québec qui est vendu à plus de 100 000 exemplaires et qui fait la fierté des francophones de cette partie du monde et qui surtout arrive à assainir ses finances, contrairement à beaucoup de grands journaux francophones comme Le Monde, comme Le Figaro, qui malgré des efforts énormes sont en train de subir les contre-coups du marché mondial de la presse écrite. Vous avez l'agence France Presse ici, qui reste une agence de presse importante, parmi les 4 agences de presse les plus importantes au monde. On a tendance à l'oublier quand on est en France, et qui fait partie des agences qui aujourd'hui font l'opinion du monde, qui est reçue partout dans le monde, dont on lit les dépêches, dont on attend les dépêches, etc. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, moi je dirais simplement, je pose la question du succès de la francophonie dans les médias à cette équation. Il y a 220 millions de locuteurs francophones, globalement. Ce sont les chiffres de l'Observatoire de la langue française qui datent de 2010. 220 millions de locuteurs francophones sur 7 milliards. Si on devait calculer le poids de ces locuteurs-là par rapport au reste du monde, ce n'est rien. Et pourtant, la francophonie continue à exister sur le plan médiatique. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui, même sans parler français comme moi, comme d'autres, etc., continuent à exister, continuent à se renseigner en français, à suivre des images en français. Donc, véritablement, je pense que la francophonie n'a pas à rougir de son bilan dans le domaine des médias, même si celui-ci mérite encore d'être amélioré. On ne dort pas sur nos lauriers, mais nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Merci beaucoup. Ça va?